Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons partir en France et je vais vous parler de la disparition du petit Yanis Moret. J'ai découvert cette disparition en suivant les actualités pour le petit Émile. C'est une vieille affaire non résolue depuis 34 ans. Je n'ai pas beaucoup d'informations. Mais ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager le petit reportage des parents. Donc installez-vous bien et c'est parti. Yanis Moret est né le 13 mai 1986. Il est le fils de Gérard et Pascaline Moret. Il a 3 frères aînés. Yanis et sa famille habitent à Ganagobi, un petit village des Alpes de Haute-Provence. Yanis est décrit comme un enfant timide et réservé. Son surnom, c'est Patex, comme la colle, car il est toujours collé aux gens. Le matin du 2 mai 1989, Yanis, âgé de 3 ans, et ses frères décident d'aller construire une cabane à l'entrée de la forêt, située à quelques mètres de leur maison. Pascaline, depuis la fenêtre de la maison, peut voir ses enfants, car ils sont habillés de couleurs vives. Mais elle dit à l'aîné de faire attention à ses frères, surtout à Yanis, qui est le plus jeune. Au bout d'un moment, 2 des 4 frères décident d'aller chercher des outils dans la maison. L'aîné, lui, décide de rester sur place. Yanis, lui, décide de suivre ses frères déjà partis en direction de la maison. Vers 10 heures, Pascaline va voir ses enfants pour voir s'ils vont bien. Et là, elle s'aperçoit que Yanis n'est pas avec ses frères. Sur le moment, elle pense que Yanis s'est perdu en s'éloignant et qu'elle va vite le retrouver. Très vite, des voisins viennent en aide aux recherches en entendant Pascaline crier le nom de Yanis. Mais Yanis reste introuvable. Vers 11h30, Pascaline et Gérard Moret alertent la gendarmerie. D'importants moyens de recherche sont mis en place. La forêt est fouillée au peigne fin. Plus de 300 personnes participent aux recherches. Les maisons sont fouillées, mais Yanis reste introuvable. Les recherches vont durer un peu plus de 6 jours, mais sans témoins et sans suspects, l'enquête commence à stagner. Et durant ce laps de temps, les parents reçoivent des appels de plaisantins et même de médiums, disant que Yanis est mort à tel et tel endroit, ou vivant pour alimenter un réseau de trafic d'enfants. Le 1er octobre 1990, plus d'1 an après la disparition de Yanis, un chasseur trouve des chaussures, un anorak, des vêtements et une médaille appartenant à Yanis, à une centaine de mètres de la maison familiale. L'endroit avait pourtant été déjà fouillé 3 fois. Les gendarmes pensent que les affaires ont été déposées par la personne qui a enlevé Yanis. Des analyses sont faites sur les affaires de Yanis, mais ça donne rien de concluant. En 1996, un nouvel avis de recherche est publié avec la photo de Yanis plus âgé. Et cette même année-là, le sort s'acharne sur les Moret. Ils perdent un fils âgé de seulement 16 ans. Suite à cela, les Moret déménagent auprès de leur famille à Carpentras. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme je vous ai dit, je n'ai pas plus que ça d'informations. Il n'y a rien de nouveau. Je vais vous laisser le reportage, si ça vous intéresse de regarder. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ce lieu, c'est l'endroit où les enfants avaient entrepris de construire une cabane il y a 2 ans et demi avec leur petit frère Yanis qui a disparu quelque temps après.
Les enfants sont montés à 4, fabriquer leur cabane. Les 2 enfants plus jeunes ont décidé de redescendre chercher des outils au domicile qui se trouve à 30 mètres. L'aîné est resté sur place et le petit a suivi les 2 autres et à partir de là, nous n'avons plus revu. Donc d'une des fenêtres de la maison, je voyais les enfants jouer puisque ce jour-là, ils portaient des vêtements vifs, rouges, enfin. Donc je les voyais de la fenêtre de la cuisine. Il y avait mes parents sur place. Moi-même, les enfants, nous avons cherché aux alentours les plus proches. Après, j'ai fait appel à la gendarmerie et les pompiers sont arrivés, énormément de bénévoles et les recherches ont commencé pendant 6 jours, sans résultat. Le lendemain de la disparition, on a commencé à avoir pas mal de gens qui venaient spontanément et bénévolement nous proposer leur aide, quoi, et, enfin, leur talent particulier. Bon, d'autres qui étaient peut-être un peu moins désintéressés aussi, mais on a très vite eu, je crois qu'ici on a suivi une bonne 50aine quoi, sur le terrain, pendant les 6 jours donc, des recherches. Une cinquantaine de radiesthésistes, médiums, voyants, etc. Je vais même été voir la voyante qui est par équipe numéro 1 ou numéro 2 mondial. Je ne sais pas s'il y a un classement. Bon, en Bulgarie, donc, en fait, au fin fond de la Bulgarie, on peut dire même. Bon, laquelle nous a dit que, enfin, le percevait donc vivant, quoi, mais elle entrevoyait des difficultés assez grandes et un laps de temps assez long avant qu'on le retrouve. Depuis le 2 mai 1989, date de la disparition de Yanis, la section de recherche de la gendarmerie de Digne mène l'enquête inlassablement. Plus d'1 an après sa disparition, les gendarmes ont retrouvé les vêtements de Yanis. On arrive dans le secteur où ont été retrouvés les éléments. Donc c'est en contrebas là. Vous avez trouvé autre chose que des vêtements? Mais on a trouvé la chaîne que portait le jeune Yanis, hein. Et puis bon, ses chaussures et ses vêtements. À part un petit t-shirt et puis une chaussette qu'on n'a pas retrouvée. Quoi qu'il advienne, malgré le temps, pour la gendarmerie, l'affaire n'est jamais classée, elle est toujours à suivre et à maintenir. Et donc, pour nous, on n'oubliera pas. Et en plus, il y a le côté humain qu'il est important de privilégier dans ce cadre de cet événement. C'est pas comme un cambriolage où c'est une affaire à suivre quand même, mais c'est pas pareil. Là, il y a un côté humain supplémentaire qui s'ajoute au côté professionnel. Sur le plan judiciaire, les parents de Yanis ont porté plainte pour enlèvement et séquestration arbitraire. Mais après 2 ans et demi d'instruction, le mystère demeure. On peut toujours attendre des résultats inespérés, hein, ça arrive dans des dossiers. Mais enfin, si on prend une hypothèse malheureusement la moins optimiste, si nous n'avons pas d'éléments nouveaux, un jour ou l'autre, je ne dis pas que ce sera immédiat, mais un jour ou l'autre, ce dossier, il va bien falloir le finir. On ne peut pas garder un dossier 10 ans. Il y a bien un jour où, malheureusement, il faudra que l'institution judiciaire prenne une décision de classement. Et c'est là où, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a un échec par rapport aux parents qui, eux, veulent bien qu'il y ait un classement si on n'arrive pas à trouver un auteur, par exemple, mais veulent une réponse sur le sort de leur enfant. Et comme cette réponse, dans un certain nombre de cas, on ne peut jamais la donner, pour les parents, c'est là où il y a évidemment un hiatus et où ils ne peuvent pas accepter cette clôture, puisqu'on ne leur a pas donné une réponse. Est-ce que vous avez peur que la justice classe l'affaire? Oui, tout à fait. Je dis qu'on essaie de faire tout ce qu'on peut, mais je vois pas tellement ce qu'on peut faire maintenant. Oui, c'est extrêmement limité finalement, dans la mesure où les photos correspondent plus, 2 ans et demi se sont passés, bon, puis d'autres affaires prennent le pas, c'est normal, c'est l'actualité aussi. On a l'impression qu'effectivement, ça intéresse plus grand monde. Voilà, je crois que nous avons présenté là un cas malheureusement exemplaire de disparition.